La France est en crise. C'est ce qu'on entend partout. La France est endettée, la France va mal, on ne pourra pas payer les retraites. Et qu'en est-il vraiment ? Chaque Français qui naît est endetté, alors que chaque Norvégien qui arrive au monde Et déjà bénéficie d'une réserve de plus de 300 000 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait toujours confiance à l'État français pour gérer nos finances ? Aujourd'hui, les marchés font plus confiance à un entrepreneur comme Bernard Arnault qu'à l'État français. Est-ce que nous, en tant que génération, on aura accès à nos retraites ? Moi, je prends en charge mes finances personnelles parce que je ne sais pas comment seront financées les retraites au moment où je serai à la retraite. Toutes ces questions, je les ai posées à Bradley, le fondateur de Fundora. Fundora, c'est un fonds d'investissement accessible à tous, mais je vous en dis pas plus, il en parlera bien mieux que moi dans la vidéo. Cette vidéo, on vous la propose pour vous aider à poser un constat sur ce qui se passe actuellement en France et pour vous aider à trouver des solutions pour que vous, concrètement, vous puissiez potentiellement pallier à la crise en cours. L'argent rend-il heureux ? Non. Si la France était une série Netflix, ce serait laquelle ? Très bonne question, ça serait en ce moment Dallas. Une raison de s'intéresser à son argent ? Oui, il faut prendre ses finances personnelles en main, on n'a plus le choix aujourd'hui. Bonjour, je suis Bradley, je suis le CEO et le cofondateur de Fundora. Avant ça, j'avais créé plusieurs entreprises, notamment une dans la boulangerie-pâtisserie, un réseau de plusieurs boulangeries à Paris et en région parisienne qui s'appelait Ernest et Valentin. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être invité sur le podcast Le Crayon. Tu supprimes la dette française, mais les croissants coûtent 10 €. Tu acceptes ? Ah, c'est une bonne question. Non. Bourse ou immobilier ? Bourse. Ton rapport à l'argent en un mot ? Plaisir. L'État français est plus fauché que tes potes le 28 du mois. Oui, bien plus. L'entrepreneur qui t'inspire ? Steve Jobs. Tu es millionnaire ? Oui. L'argent, c'est plus stressant que le bac ? Ça peut le devenir. Elon Musk ou Bernard Arnault ? Bernard Arnault. On peut devenir riche en restant salarié ? Oui. L'argent devrait s'apprendre à l'école ? Oui. Si investir était un sport, ce serait lequel ? Marathon. Tu crois encore en la France ? Oui. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, cette petite musique d'investir. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et on le voit de plus en plus, les gens veulent investir leur argent. Et moi, je me demande si c'est pas à cause de la situation financière de l'État, parce que est-ce que c'est parce qu'on a moins confiance en l'État, aux impôts qu'on paye ? Certainement, je pense que ce que tu dis est tout à fait exact. Aujourd'hui, quand tu regardes l'état de la dette en France, c'est un des gros sujets d'actualité, parce qu'on a du mal à voter le budget qui prévoit des coupes dans les dépenses de l'État. Quand on voit aujourd'hui que le système des retraites est cassé, puisque aujourd'hui l'État est obligé de s'endetter pour financer le système des retraites, ça fait poser pas mal de questions aux Français, qu'ils aient d'ailleurs un gros patrimoine ou un plus petit patrimoine, et de se dire que c'est peut-être le moment de prendre en main ses finances personnelles, parce que l'État-providence qui payait pour ses congés maladie, pour son chômage, pour sa retraite, ça sera peut-être demain terminé. Et donc, peut-être que ces Français-là se disent qu'aujourd'hui, il est temps de prendre leurs finances personnelles en main et de s'éduquer sur le sujet, de se renseigner et de comprendre aussi quelles sont les options qui s'offrent à ces Français. Aujourd'hui, qu'on ait un petit ou un grand patrimoine, on est en mesure d'épargner et on est en mesure d'investir son argent. Mais toi, très concrètement, tu penses que là, aujourd'hui, le fait de cotiser pour sa retraite, ça n'a pas d'intérêt ? On est quasi sûr de ne pas toucher l'argent de sa retraite ? Si tu regardes le budget de l'État, il y a à peu près 10% des retraites, du montant des retraites qui sont financées par un emprunt bancaire. D'accord ? Donc l'État emprunte à d'autres pour payer les retraites des retraités actuels. Exactement. Et comment on explique cela ? En 1960, on avait 4 actifs pour un retraité. Ouais. Aujourd'hui, en 2024, on a 1,7 actifs pour un retraité. Donc tu vois bien qu'il y a un vrai problème à la fois de démographie, puisque le taux de natalité est en baisse, et également d'allongement de la durée de vie chez les Français, ce qui est une très bonne chose. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le système des retraites n'est plus valable, à la fois à cause du vieillissement de la population et aussi de la baisse du taux de natalité en France. Donc si moi je cotise pour ma retraite, demain, cet argent-là, il est directement donné aux retraités actuels. Donc je cotise pour la retraite des personnes âgées actuellement qui sont à la retraite. Mais moi, l'argent que je recevrai à ma retraite, c'est l'argent que me donneront ceux qui seront actifs au moment où je serai à la retraite. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, on a un problème parce que le gouvernement qui est en place souhaite abaisser augmenter l'âge de départ à la retraite. Et on voit que les travailleurs sont vent debout contre cette mesure-là. Mais il faut pouvoir enrayer cette dynamique parce qu'aujourd'hui, le modèle, malheureusement,
est cassé. Et donc, il faut trouver d'autres solutions pour nous permettre à nous, quand on partira à la retraite, de pouvoir bénéficier de cette retraite qu'on mérite, puisqu'on a cotisé toute notre vie pour justement avoir une retraite. Mais aujourd'hui, c'est pas gagné et les Français se disent « Ouh là là, peut-être que dans 20, 30, 50 ans, quand je serai à la retraite, ma retraite ne sera pas assurée par l'État et donc il faut que je prenne moi-même mon destin en main et que je puisse commencer également sur le côté à investir, à épargner pour que je puisse avoir une retraite complémentaire si ma retraite n'est pas suffisante. » Toi, t'en penses quoi? Tu penses qu'il faut faire confiance au système de retraite ou il vaut mieux commencer à investir? Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer à investir. Alors, tu me diras, je prêche pour ma paroisse. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir ton avis, justement. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils sont de plus en plus nombreux à le réaliser et à prendre leurs finances personnelles en main, se rendent bien compte que la trajectoire que prend l'État français, avec des dépenses qui sont mal maîtrisées, avec un endettement qui s'envole, aujourd'hui, on a quand même 67 milliards d'euros qui représentent la charge de la dette. C'est-à-dire que... Tu peux expliquer ça? Oui, bien sûr. En intérêt, chaque année, ça coûte 67 milliards d'euros à la France, aux Français, avec les impôts des Français, chaque année. Ça, c'est le coût de la dette en intérêt. C'est-à-dire que c'est ce qu'on doit rembourser en plus de ce qu'on a emprunté. Du capital, c'est juste les intérêts. Là, on parle juste des intérêts. Pour te donner un ordre d'idée, 67 milliards, c'est à peu près autant que le budget de la défense et le budget de l'éducation. Je ne sais pas si tu te rends compte. Les deux combinés? Non, chacun. Ok, d'accord. C'est-à-dire que les intérêts qu'on paye chaque année, l'État français, ça coûte autant que l'éducation de nos enfants. Je ne sais pas si tu t'imagines, je trouve ça totalement délirant de se dire que les erreurs de gestion des différents gouvernements, finalement, viennent handicaper nos enfants ou nos futurs enfants. Moi, j'ai 2 petites filles et je trouve ça dramatique, finalement, qu'on dépense autant d'argent à rembourser une dette. Et là, si tu regardes l'actualité, il y a l'agence de notation Fitch qui a dégradé la note française, qui est passée de double A- à un seul A, A+, qui reste encore une ça note, ça veut dire quoi concrètement? Ça montre la faillite de la France? Pas la faillite, parce que si on était en faillite, on ne serait pas en A+, mais ça montre que les investisseurs ont moins confiance dans l'État français à rembourser ses dettes. Et il y a aussi une autre donnée qui est intéressante, c'est que aujourd'hui la France, elle emprunte à 3,5%. Bernard Arnault, qui est une tête d'affiche des milliardaires français, le patron d'LVMH, il emprunte pour ses entreprises moins cher que la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marchés font plus confiance à un entrepreneur comme Bernard Arnault qu'à l'État français. Donc, il faut être en mesure... Alors, tout ça n'est pas... on peut changer le cours des choses, mais il faut pouvoir avoir une politique volontaire qui veut enrayer cette dynamique pour que, derrière, le marché retrouve confiance dans l'État français, dans les gouvernements français, pour justement faire en sorte d'améliorer, de faire baisser la dette. Mais est-ce que la France, pour autant, c'est pas une des plus grandes économies au monde? Si. Est-ce que finalement la dette, c'est pas juste des chiffres financiers? En gros, vraiment, parce que pour la plupart des Français, c'est pas très concret de dire qu'on a 67 000 milliards de dettes par an. Nous, on continue de vivre et même si le pouvoir d'achat est de plus en plus bas, est-ce que concrètement, la France n'a pas les moyens de s'en sortir en dehors de rembourser tous les ans ses créanciers comme ça? Alors, c'est un très bon point. On pourrait se dire, on réemprunte pour payer les intérêts et en fait, on creuse finalement la dette. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la dette française, c'est 3 500 milliards, quasiment 3 500 milliards. En 2008, c'était 60% du PIB français. En 2024, c'est 114%. Donc, il y a quand même eu un déraillement quelque part sur la dette française. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que la crédibilité de la France vis-à-vis des marchés est finalement endommagée. Et donc, aujourd'hui, la France emprunte très cher. Et comme la France est très endettée, chaque année, le coût des intérêts représente toujours plus d'argent. Et donc, il faut finalement enrayer cette dynamique. Aujourd'hui, il y a d'autres grandes économies. Les États-Unis sont très endettés aussi. Mais ils ont moins de problèmes de croissance. Nous, on a quasiment plus de croissance en France. Chaque année... Pourtant, les États-Unis ont quand même des problèmes d'inégalité sociale. Enfin, ils ont d'autres problèmes aussi qu'on peut avoir en France. Complètement. Ils ont d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, ils ont effectivement une croissance qui est assez vive. Alors qu'en France,
on a du mal à passer les 1% de croissance. Et donc, c'est hyper important de comprendre que l'État doit se mettre un petit peu au régime parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à laisser glisser la dette publique. Je te le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une anomalie que le poids de la dette, les intérêts, la charge de la dette représente le budget de l'éducation nationale ou bien le budget de la défense. Mais à partir de quand on peut se dire, ok, je refais confiance dans l'État, là il y a tant de dettes, mais ça va, je lui fais confiance, parce que là on est clairement en train de dire, je fais pas confiance dans l'État pour mes finances personnelles, c'est clairement ça, hein, dire mes impôts je leur fais pas confiance, mais à partir de quel moment on peut se dire, ok, je lui fais confiance à l'État? À partir du moment où on est en mesure de contrôler les dépenses qui sont faites par l'État. Aujourd'hui, il y a des recettes fiscales d'un côté et il y a des dépenses de l'autre. Les dépenses aujourd'hui, elles sont pas bien maîtrisées, pas bien contrôlées. D'accord ? Donc il y a certainement beaucoup d'abus. Et donc l'idée, c'est que la confiance des marchés pourra être regagnée à partir du moment où il y aura un gouvernement en place crédible qui les permettra de montrer la trajectoire vers une baisse un désendettement de la France. Finalement, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que demain, les agences de notation qui dégradent la note de la France, ça peut être retourné. Cette décision-là peut être retournée vers de nouveau un double A, voire un triple A, si le budget retourne dans le bon sens. Mais c'est pas irrémédiable. Non, c'est pas irrémédiable, exactement. Mais est-ce que ça passera forcément, alors peut-être qu'on sort de ton domaine de compétences, mais je te demande quand même parce que ça m'intéresse, mais est-ce que ça passera forcément par une case restriction budgétaire pour tous les Français? Est-ce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, les Français vont devoir se serrer la ceinture si on décide de faire ça? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une part de restriction, mais pas que. Pour moi, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la culture française et qui existe ailleurs et qui fonctionne bien ailleurs et qu'on pourrait reprendre en France. Tu as la notion de fonds souverain, par exemple, en Norvège. Tu le sais peut-être, mais la Norvège, c'est un très gros exportateur de produits gaziers. Je crois que c'est le 3e exportateur mondial de produits gaziers. Donc, ils ont des ressources naturelles qui leur permettent d'avoir, avec les taxes qui sont prélevées sur ces ressources, d'avoir une sorte de magot qui peut être utilisé pour le quotidien et les services publics des Norvégiens. Et donc, ils ont fait quelque chose que moi, je trouve très intelligent et j'aimerais qu'on s'inspire de ce modèle-là pour la France. C'est finalement un fonds souverain qui va investir les recettes qui sont les recettes fiscales issues de ce domaine du gaz pour l'investir à travers le monde, donc pas uniquement en Norvège, à travers le monde. Et avec les intérêts, ça leur permet de réinjecter des centaines de milliards dans l'économie norvégienne, surtout dans les services publics norvégiens, dans les systèmes de retraite, dans les assurances chômage, etc. Donc aujourd'hui, ils ont constitué un fonds de 1700 milliards. D'accord ? Leur objectif est de générer 3% d'intérêt chaque année sur ce fonds. En 2024, qui était une année plutôt bonne, ils ont généré un peu plus de 6%. Ça leur a permis de collecter plus de 200 milliards d'euros. Ces 200 milliards-là sont directement employés pour améliorer le quotidien des Norvégiens. Donc nous, on est dans une situation où chaque Français qui naît est endetté, alors que chaque Norvégien qui arrive au monde bénéficie d'une réserve de plus de 300 000 euros. Donc, si tu veux, et dans leur mécanisme, ils ont une règle qui est de dire le rendement, c'est 3%. Si on fait plus, on fait plus. Mais le rendement, c'est 3%. On ne dépense pas plus que ces 3% qu'on va gagner chaque année pour préserver ce capital. Si en France, aujourd'hui, on a des fleurons dans le luxe, dans le tourisme, dans l'industrie, si au lieu d'augmenter le niveau de taxation qui est déjà le plus élevé au monde, en tout cas pour les particuliers, pour les entreprises, on est dans la norme européenne, mais c'est un pays où il y a énormément de taxes en France. Réutiliser une partie de ces taxes plutôt que de les investir tout de suite, le consacrer à la création d'un fonds souverain qui nous permettrait derrière d'aller faire grossir ce fonds d'année en année. Si on fait ça, dans 20 ans, on pourrait avoir 1500 milliards et être en mesure de générer ces quelques 200 milliards que génère aujourd'hui l'État norvégien. Et donc ça, typiquement, c'est des bonnes pratiques qui sont faites ailleurs. On a vraiment des fleurons
dans beaucoup d'industries en France. Mais ça serait concrètement plus de taxes sur les fleurons? Non, ça serait pas plus de taxes. C'est les taxes qu'on prend déjà. Exactement. On les met dans un fonds, mais du coup, ils bénéficient pas directement tout de suite aux citoyens. Exactement. Mais donc, il y a bien une période de restriction. Il y a une période de restriction. Mais donc, l'idée, c'est que pendant quelques années, on essaye de faire une restriction budgétaire, d'accord ? Et ensuite, ça va nous permettre de faire grossir la taille de ce fonds pour que, au bout de quelques années, on puisse finalement améliorer le budget de l'État sans continuer à s'endetter. Et c'est ça le point qui est très important. Parce que aujourd'hui, les Français, je pense que, comme tu le disais en introduction, ils s'inquiètent de leur avenir quand ils regardent les nouvelles, quand ils regardent qu'on n'arrive pas à avoir un gouvernement stable. Et donc, ils se disent, je veux prendre en main mes finances, je veux pouvoir être maître de mon destin et ne plus compter que sur l'État. Mais voilà, je t'ai donné l'exemple du fonds souverain qui pourrait être une alternative intéressante. Mais est-ce que si on fait pas, même je trouve que ça soulève une question même philosophique, hein. Je trouve, si on fait pas appel à un fonds souverain, est-ce que le fait de se dire, bon, je fais plus confiance à l'État, est-ce que même c'est pas une faillite morale de l'État français? C'est-à-dire qu'on croit même plus à l'État français et à la manière dont il fonctionne parce qu'on décide en fait d'investir son argent ailleurs et on paye ses impôts évidemment encore, mais ça pourrait même arriver à ce qu'on se dise, on n'a même plus envie de payer nos impôts en fait. Bah oui, alors bon, ça je pense que ça serait quand même assez difficile, mais tu vois, un autre exemple aux États-Unis, pour le financement des retraites, il y a une partie qui est prélevée sur les salaires et l'autre partie, c'est les salariés qui ont la possibilité d'abonder dans un fonds de pension et leur employeur également a la possibilité de mettre de l'argent dans un fonds de pension pour le faire travailler. Et ces fonds de pension, ils investissent notamment dans des fonds de private equity, donc ce qu'on propose aussi chez Fundora, mais ils investissent en bourse, ils ont plusieurs types de placements. Et aujourd'hui, ce qui manque à la France, c'est cette notion d'aller investir de l'argent sur toutes les recettes fiscales qui sont obtenues pour pouvoir avoir de l'argent, entre guillemets, gratuit. Il n'y a jamais d'argent gratuit, mais finalement de pouvoir générer des rendements et ces rendements de pouvoir les redistribuer aux Français sous forme d'allocation, sous forme d'amélioration des services publics, etc. Pourquoi, quand tu parles du fonds souverain norvégien, ça paraît évident. On se dit, ok, pourquoi on fait pas ça en France? Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on fait pas ça en France? Est-ce que c'est parce qu'en fait, on comprend rien à l'argent? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a potentiellement quelques difficultés parce que là, il y a une vidéo qui tourne pas mal en ce moment sur Éric Coquerel qui parlait de la taxe Zuckman. Et donc, quand on voit le niveau de compréhension de Monsieur Coquerel, qui est le président de la commission des finances, effectivement, ça laisse un peu songeur de se dire que ce sont ces personnes-là qui sont à la tête d'une commission des finances. Pourtant, Éric Coquerel, qui est très respecté pour ses connaissances en finance à l'Assemblée nationale, et ça, tout parti confondu d'ailleurs. En tout cas, il l'a pas prouvé sur le plateau de BFM Business quand il parlait de la taxe Zuckman. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a une certaine lacune en termes de connaissances financières. En France, on n'est pas les plus sachants, c'est pas dans la culture française vraiment l'investissement. Nous, on est plus en faveur du livret A, des choses qui de sont l'épargne, ce qu'on appelle l'épargne. De l'épargne garantie, parce que le livret A, c'est garanti. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye de sortir un peu de ce cercle vicieux qui est de dire on paye beaucoup d'impôts, mais in fine, on a des services qui sont à la hauteur. Là, on voit qu'on continue à payer beaucoup d'impôts, mais que le niveau des services baisse dans le pays. Et donc, c'est à nous de reprendre notre destin en main. En partie. Bien évidemment, on continuera toujours à payer nos impôts et à faire fonctionner tous les services publics qui sont parmi quand même les meilleurs, faut le dire, en France. Qui sont nécessaires. Et justement, on parlait des défauts des États-Unis, ça fait partie des défauts des États-Unis où les services publics sont complètement absents à certains endroits. Mais oui, non, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression, en tout cas, que ma génération, le grand public de ma génération, s'intéresse vraiment à la manière dont on investit son argent et l'éducation financière. Si je regarde mes parents, même mes grands-parents, c'est des sujets qui ne les concernaient pas, ou en tout cas ils m'en ont jamais parlé, et je pense que même eux, à leur âge, à mon âge actuellement, n'entendaient pas parler. Est-ce qu'aujourd'hui justement c'est un luxe de se dire, bon, je m'intéresse pas à l'argent, est-ce que c'est nécessaire de se dire, ok, il faut que je comprenne les mécanismes financiers, comment, quand je gagne de l'argent,
ce que je vais en faire. C'est pas juste je laisse sur mon compte et advienne que pourra. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est juste un luxe de se dire, bon, en fait, je laisse mon argent tranquille? Alors, j'ai deux réponses pour cette question. La première, c'est que si tu estimes que les différents gouvernements qui se sont succédés font un bon usage des recettes fiscales, donc des impôts, et que tu peux dormir tranquille, tu continueras à avoir le même niveau de service toute ta vie et tu continueras à avoir une retraite pleine, alors dans ce cas-là, tu es en droit de ne pas te soucier de tes finances personnelles. À partir du moment où tu ne fais pas vraiment confiance, pas totalement confiance à l'État, à ce moment-là, je te recommande vivement de t'intéresser à tes finances personnelles. Et aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs sur le marché qui accompagnent les petits patrimoines aussi à réfléchir à ses finances personnelles, à les accompagner sur des placements. Et donc, c'est plus uniquement un truc de riche, finalement. C'est pour monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, à mon avis, doit pouvoir s'intéresser à ce sujet-là. Je vous arrête un instant, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'elle vous intéresse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car Bradley vous donnera des solutions très concrètes sur votre investissement personnel. Pensez d'ailleurs à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous laisse. Justement, toi, tu es expert du sujet, enfin, c'est un sujet que tu traites au quotidien. Comment on fait pour savoir, parce que tu dis si on fait confiance au gouvernement ou si on fait pas confiance au gouvernement, est-ce que c'est un peu une manière rhétorique pour toi de dire évidemment aujourd'hui il vaut mieux ne pas faire confiance au gouvernement selon toi? Selon moi, je prends en charge mes finances personnelles parce que je ne sais pas comment seront financées les retraites au moment où je serai à la retraite. Donc, je préfère commencer à m'y intéresser dès maintenant. J'estime que je m'y suis même déjà intéressé trop tard et que pour moi, plus on s'y intéresse tôt, mieux c'est. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de savoir en ligne. Donc, il y a possibilité de s'informer, d'apprendre sur ces sujets-là. Puis, il y a un autre sujet aussi dont on n'a pas parlé pendant très longtemps parce que c'était un sujet qui, finalement, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'il y avait finalement pendant des années assez peu d'inflation. Qui permettait de ne pas s'intéresser à l'investissement pour pas essayer de contrer cette inflation. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est l'inflation? Oui, bien sûr. L'inflation, c'est la hausse des prix. Okay. Et depuis 2020, depuis le Covid, on a assisté à une augmentation assez significative du prix des objets du quotidien. Des objets du quotidien, exactement. Et donc, tout ça, ça a des répercussions. Puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une inflation à 3 ou 4% par an, ça veut dire que les 100 euros sur ton compte bancaire le 1er janvier 2025, s'il y a une inflation de 4%, au 1er janvier 2026, en fait, avec ces 100 euros, tu ne peux plus acheter que pour 96 euros. Les prix ont augmenté de 4 euros. Et donc ça veut dire que mécaniquement, quand tu regardes ton compte bancaire, tu as l'impression d'être toujours aussi riche, puisqu'il était à 100 euros en 1er janvier. Il n'a pas bougé, on ne prend pas d'argent jusque-là. On ne prend pas d'argent, donc tout va bien. Sauf que dans la réalité, tu t'es appauvri de 4%. Et donc, ne serait-ce que pour lutter contre l'inflation, il va falloir venir investir son argent pour faire en sorte que déjà, tu ne t'appauvrisses pas. Donc, on a eu plusieurs années avant les années 2020 où il y avait finalement assez peu d'inflation. Donc, les Français étaient moins en alerte par rapport à ça. Mais pour moi, aujourd'hui, compte tenu d'une inflation qui perdure depuis quelques années, c'est hyper important de s'y intéresser et de voir justement comment on peut placer son argent pour faire au moins mieux que l'inflation, c'est-à-dire tout simplement ne pas s'appauvrir. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là, mais je trouve qu'il y a un sujet intéressant, c'est quand on parle d'investissement. Quand on parle d'investissement aujourd'hui, on entend placement financier. On imagine des traders, alors un peu moins maintenant, mais quand même, on a toujours cet imaginaire très ancré de se dire, on imagine des traders devant plein d'écrans. Ok, j'investis là, des gens qui crient dans tous les sens. Enfin, quand on parle d'investissement, on imagine ça. Ouais, tout à fait. En réalité, aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais peut-être tu me diras le contraire, mais que l'investissement, c'est devenu quelque chose de nécessaire, mais pour tout le monde en fait. Et comme tu le dis, juste contrer l'inflation, juste investir, c'est faire en sorte de ne pas avoir juste de l'argent comme ça sur son compte en banque. Exactement. Tu as raison, aujourd'hui, tu as le cliché des salles de marché, de la bourse qui monte, qui descend. Ça a été vrai pendant très longtemps. Mais là, il y a une nouvelle classe d'actifs qui s'ouvre, qui est ce qu'on appelle le non-coté, le private equity, qui était jusqu'à présent réservé aux très grandes fortunes, aux clients professionnels, aux institutionnels, donc aux assureurs, aux fonds de pension américains, on en parlait tout à l'heure.
et qui, eux, déversaient beaucoup d'argent dans des fonds qui allaient investir ensuite dans des sociétés privées. Et en fait, c'est un secteur qui était réservé aux ultra-riches parce que les tickets d'entrée étaient généralement de plusieurs millions d'euros. Et là, il y a un mouvement de fonds vers la démocratisation de ce secteur, dont Fundora fait partie, puisque aujourd'hui, nous, on propose à partir de 100 euros à des investisseurs privés de rentrer dans des stratégies de private equity sur différentes géographies. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on investit dans l'économie réelle. Donc, en fait, on investit dans les entreprises du quotidien. Ça peut être des cliniques privées, ça peut être des réseaux de pharmacie, ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être des nouvelles technologies, l'IA, de la cybersécurité, du semi-conducteur. Et c'est vraiment des entreprises du quotidien qui ont besoin, dans le cadre de leur développement, de capitaux pour justement assurer leur croissance et devenir les leaders de demain. Et donc, vous avez comme ça ces fonds, des véhicules dans lesquels on vient collecter de l'argent d'investisseurs et l'investir dans une dizaine, une quinzaine de sociétés qui viennent composer un fonds. Et on a parlé de l'inflation, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'investissement, c'est pas aussi juste tout simplement un moyen de pallier à la crise actuelle financière plutôt qu'un moyen de s'enrichir comme ça pouvait l'être auparavant? Pour moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que quand tu investis, tu cherches quand même à obtenir du rendement parce que si tu le laisses sur ton compte et qu'il y a pas mal d'inflation, tu perds de l'argent. Mais si tu fais un mauvais placement financier, tu en perds potentiellement beaucoup plus que l'inflation. Donc, pour moi, c'est un moyen de contribuer finalement, notamment le private equity, à investir dans l'économie réelle, à soutenir des entreprises tangibles. Voilà, donc on n'est pas là sur de la spéculation où on va acheter, vendre 5 minutes plus tard sur une rumeur, comme on peut avoir parfois en bourse. Mais c'est le soutien à l'économie. On a la BPI, la Banque publique d'investissement, qui soutient énormément de startups et qui est nécessaire justement au développement de ce tissu, de cet écosystème tech en France. BPI qui est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le fonds norvégien tout à l'heure. Exactement, sauf que BPI, ils sont très concentrés sur effectivement l'industrie française et les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, il y a peu de liquidités qui reviennent parce que le marché de la tech en France notamment est pas très liquide. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative qui permet de développer le tissu économique en France. Alors ça, justement, on l'a dit, ça permet de contrer l'inflation. Donc, il y a ce côté-là des classes sociales les moins aisées qui peuvent aussi s'en sortir et essayer de se dire, bon, en investissant, je pallie l'inflation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi d'éducation parce que ce qu'on risque pas de créer une société à deux vitesses en réalité, ceux qui comprennent les mécanismes financiers aujourd'hui et qui sont capables de contrer l'inflation et donc d'avoir un meilleur pouvoir d'achat, et ceux qui ne le savent pas et donc qui risquent d'être encore plus pauvres et de creuser cette inégalité justement entre riches et pauvres. Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est cette injustice-là en fait aussi que je voulais contrer avec le lancement de Fundora, c'est que finalement, les investisseurs qui n'avaient pas des gros patrimoines ou pas des grosses économies, ils étaient un peu exclus de l'investissement. Et nous, on le fait sur le private equity, mais il y a d'autres acteurs qui l'ont fait sur le côté, puisque aujourd'hui, tu peux acheter des actions à partir d'1 euro. Il y a beaucoup de plateformes, de brokers qui proposent ça. Tu peux ouvrir des assurances-vie aussi en ligne beaucoup plus facilement. Donc, je trouve qu'il y a eu énormément de choses qui ont été réalisées pour permettre aux investisseurs qui n'avaient pas énormément de moyens de s'intéresser aux finances personnelles et leur donner les outils pour pouvoir justement se constituer une épargne et l'investir. C'est un enjeu social pour toi? Pour moi, c'est un enjeu social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se dire qu'on ne s'intéresse pas à ses finances personnelles. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir le nombre de médias, de chaînes YouTube qui se sont lancées là-dessus et à quel point ce sont des chaînes qui sont suivies pour comprendre qu'il y a un vrai mouvement de fond là de la part des Français pour l'investissement. Et finalement, il y a aussi beaucoup qui s'y mettent en se disant j'ai un peu peur de l'avenir, je ne sais pas ce qui va en être dans quelques années, et qui se prennent de passion pour l'investissement, parce que c'est vrai que quand on rentre dans le détail, on essaie de comprendre aussi le monde macroéconomique dans lequel on vit, ça devient assez vite passionnant. L'investissement, c'est quelque chose dans l'imaginaire français et dans ce qu'on se représente. On parlait tout à l'heure les Français préfèrent épargner dans des choses sûres.
quel point c'est risqué en fait de l'investissement. Parce que ok, on peut contrer l'inflation, ok, on investit sur des entreprises, c'est très cool, mais est-ce qu'on risque pas de perdre son argent en fait? Bah, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment la totalité des investissements sont des investissements avec un risque de perte en capital. Alors, tu peux investir dans le livret A, et là, en quel cas, ton capital est garanti, mais ça rémunère très peu. Et puis, il y a il y a un grand concept, c'est que plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque associé l'est. Donc oui, investir, c'est aussi prendre des risques, d'accord. Mais il faut savoir que, en tout cas chez Fundora, ce que nous on propose, c'est d'investir dans des fonds qui ont des historiques de performance, qui les placent parmi les meilleurs fonds, on va dire le top 25% des fonds de la place. Donc, évidemment que les performances passées ne présagent pas des performances futures et qu'il n'y a pas de capital garanti. Donc, c'est-à-dire que je peux tout perdre, théoriquement. Alors, théoriquement, tu peux tout perdre. Mais je pose la question parce que c'est sans doute tout que beaucoup de gens qui nous regardent. Non, théoriquement, tu peux tout perdre. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu investis dans un fonds, tu es quand même déjà relativement bien diversifié dans la mesure où dans le fonds, il y a entre 10 et 30 sociétés. Ouais, d'accord. Donc, ça voudrait dire que les 10 ou 30 sociétés font faillite. Et puis, tu as des niveaux de risque qui sont différents. Si tu investis dans des startups, dans une stratégie de ce qu'on appelle de venture capital, bon, bah là, le risque est évidemment plus important que quand tu investis dans des sociétés qui sont valorisées de 3 ou 4 milliards d'euros. Okay. Après, ça ne veut pas dire que tu perdras pas d'argent dans les sociétés qui sont valorisées de 3 ou 4 milliards d'euros, mais le risque, en tout cas, qu'elles fassent faillite est plus limité. Donc, nous, évidemment, on va analyser, on va regarder les historiques de performance, les équipes de gestion, les thématiques d'investissement, la géographie sur laquelle ils investissent, c'est des géographies à risque ou pas. Et sur la base de ça, avec la société de gestion Sanso Longchamp qui nous accompagne dans la gestion des actifs des investisseurs de Fundora, eh bien, on va décider de choisir tel ou tel fonds pour les rentrer dans une stratégie de private equity. Donc, évidemment, tout investissement comporte des risques. Et donc, il y a des mises en garde qui sont réalisées. Après, ça reste quand même un moyen pour justement essayer d'aller chercher des revenus passifs, d'aller contrer l'inflation. Et donc, évidemment qu'il faut faire des due diligence, c'est-à-dire des recherches approfondies et bien comprendre dans quoi on investit, des risques qui sont associés à l'investissement. Mais pour moi, ça reste effectivement un élément très important que je dirais que la grande majorité des Français aujourd'hui doivent considérer. Et tu conseilles de mettre combien tous les mois ? Ça dépend vraiment de sa capacité d'épargne, de son patrimoine, de son aversion au risque. Donc, si tu veux, si toi, demain, tu me dis, moi, j'adore prendre du risque et puis cet argent, j'en ai pas besoin. Et puis, si demain, je le perds, ça me mettra pas en difficulté. Je te conseillerais pas les mêmes stratégies qu'un investisseur qui a moins de capacité d'épargne et pour qui son plus gros stress, ça serait de perdre de l'argent. Donc, voilà, ce que moi, par contre, je recommande, c'est de diversifier au maximum parce que c'est la clé dans l'investissement, c'est la diversification. Et donc, le fait d'ouvrir comme ça à partir de 100 € l'investissement en private equity, ça permet un peu à tous les investisseurs de rentrer et surtout de pouvoir multiplier comme ça les stratégies. Parce que si demain, tu investis dans 10 stratégies dans l'année à 100 €, tu auras investi 1 000 € au total. Et ces 1 000 €, en fait, ça représentera un investissement de 350 sociétés. Donc, c'est très intéressant parce que ça va te permettre finalement de lisser aussi ton risque. Parce que la probabilité que des fonds qui historiquement ont très bien performé se mettent tous à très mal performer pendant la même période et que toutes les entreprises du portefeuille partent en faillite, elle existe, mais elle est relativement faible. On a quand même beaucoup parlé d'argent. Est-ce que finalement tout ça se résume à ça ? Tout se résume à l'argent ? Non, tout se résume pas à l'argent, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est quand même un moteur, c'est-à-dire que tout ce qu'on a autour de nous, mais grande majorité des choses, c'est issu de l'argent. C'est-à-dire que les services publics qu'on a, il faut bien de l'argent pour les financer. Les écoles, il faut bien de l'argent pour les financer. Quand demain, malheureusement, on perd son travail, le chômage, les allocations chômage, il faut bien les financer. Donc,
on peut pas tout résumer à l'argent, bien évidemment, mais c'est quand même une composante très importante de notre vie au quotidien. C'est même un lien social, l'argent. Quand tu vas chez le boulanger, moi qui étais ancien boulanger, Justement, j'allais venir. si tu donnes pas de l'argent en caisse, tu repars pas avec ta baguette de pain. Donc c'est quelque chose qui est, qui est dans notre quotidien à tous. Est-ce que toi, tu fais ça pour l'argent aujourd'hui, Fundora? Alors, est-ce que, parce qu'on peut se dire, il a monté un fonds d'investissement, il fait ça pour l'argent, venez tous m'enrichir et je fais ça pour l'argent. écoute, ça serait mentir de te dire qu'on est une société commerciale. Donc le but d'une société commerciale, c'est évidemment de faire des profits, de se développer. Mais moi, je suis vraiment passionné par l'investissement. Quelque chose. On peut être passionné par l'investissement. On peut être passionné par l'investissement. Okay. On a beaucoup de membres de la communauté Fundora qui sont passionnés par l'investissement et on n'a pas besoin d'être un ultra riche pour être passionné par l'investissement. Moi, j'ai commencé en investissant direct dans des startups. Donc, j'ai investi dans une trentaine de sociétés, ce qu'on appelle early stage, tu vois, des boîtes qui ont quelques mois d'existence, Et je me suis passionné pour ça parce que j'ai vraiment cette fibre entrepreneuriale et j'avais envie d'accompagner d'autres entrepreneurs, des gens qui ont une vision pour changer le monde, qui ont envie de disrupter un marché. Et c'est comme ça que je me suis finalement pris au jeu de l'investissement. Et ça m'a donné envie de faire encore plus. Et en fait, si je reprends la genèse de Fundora, c'est un peu une mésaventure qui m'est arrivée parce qu'il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, j'appelle un fonds d'investissement. On m'avait recommandé un fonds de private equity et on m'avait dit c'est un super fonds, ils ont des très bons résultats, contacte-les. Et je les ai contactés. Et en fait, quand je parlais avec la dame des relations investisseurs, elle était un peu surprise de mon appel parce que c'était assez rare qu'un client particulier privé l'appelle. Et elle m'a dit, mais vous savez, monsieur, le ticket d'entrée, 2 millions d'euros pour investir chez nous. Et donc là, pour moi, ça a été la douche froide. Je me suis dit, mais j'ai pas 2 millions d'euros à investir dans ce fonds. Et pour autant, on me dit qu'il est excellent. Alors pourquoi moi, je serais exclu de cette cour-là? Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée avec mes associés de créer Fundora pour justement pallier à cette injustice que moi, j'ai vécue comme une injustice. Je me suis dit que je serais certainement pas seul dans ce cas. Et donc, après plusieurs mois pour construire le service d'investissement, pour obtenir les agréments nécessaires pour justement pouvoir opérer, on a lancé Fundora. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on a plus de 15 000 investisseurs qui ont rejoint la plateforme et on lève plusieurs millions d'euros chaque mois pour justement investir dans des fonds de private equity. Parce qu'à la base, toi, rien ne te destinait à faire un fonds d'investissement. T'as monté une chaîne de boulangerie à l'origine. Tout à fait. Et c'est quoi là? Quel sens ça fait qu'on passe de la boulangerie à l'investissement? Écoute, le sens, c'est l'anecdote que je t'ai racontée. Moi, c'était un secteur qui me plaisait déjà. Moi, j'ai une fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'ai jamais été salarié de ma vie. Je suis sorti, j'ai fait une école de commerce, l'EDEC pour la citer, et suite à ça, j'ai monté tout de suite après une première entreprise qui n'a pas marché d'ailleurs, qui était un Donc échec. Le cliché de l'école de commerce, je monte mon entreprise, exactement. Je suis un start-upper, la Startup sauf qu'à ce moment-là, c'était justement la grande mode, c'était d'aller bosser en finance, parce que je te parle de ça, on est en 2009. Sauf que avec la crise des subprimes, la finance c'était compliqué, donc finalement, moi je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai dit ok, je vais monter une boîte. J'ai monté une première entreprise qui n'était pas du tout une start-up, c'était de l'import-export de meubles entre l'Asie et la France. Avec mon frère, on a fait ça pendant 2 ans et demi. Ça marchait pas très bien. Et quand on a arrêté, on a dit ok, on veut faire une autre entreprise ensemble parce que l'entreprise n'avait pas marché, mais par contre, on s'entendait vraiment bien et on voyait qu'on était complémentaires sur plein de choses et qu'on avait envie de continuer l'aventure entrepreneuriale ensemble. Et donc, on a fait une reconversion professionnelle sur quelque chose qu'on aimait qui était le pain. Et donc, moi, j'ai passé un CAP en pâtisserie, mon frère un CAP en boulangerie, sachant que lui travaillait en finance. C'est assez drôle parce qu'il travaillait dans un fonds de private equity à l'époque. Mais là, il ne travaille pas avec toi aujourd'hui? Alors là, non. Lui, il continue à développer le réseau de boulangerie. Et moi, j'ai quitté l'aventure il y a quelques années. Et donc, si tu veux, on a lancé ce réseau de boulangerie. On a repris une première boulangerie en 2013, et puis ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième. On a monté 7 boulangeries ensemble. Et puis ensuite, moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça.
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir massivement en tant que business angel, c'est-à-dire investisseur en start-up dans la tech française. T'es optimiste pour l'avenir? Écoute, ouais, moi je suis optimiste parce que de toute façon, je pense que si t'es pas optimiste, t'es paralysé, tu peux rien faire. Tu te lèves pas le matin et t'as pas envie de changer le monde. Moi, je pense pour le pays, pour l'Europe. Je suis optimiste. Oui, moi je pense que in fine, on va pas avoir le choix que de prendre des mesures un peu radicales pour changer cette direction qu'on a pris et qu'on continue à prendre. Donc, je pense que aujourd'hui, à un moment donné, il va y avoir un rappel à l'ordre qui va se faire et on n'aura pas le choix. Alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à la situation des Grecs qui ont pas eu le choix. On n'en est pas là, donc je vais pas être trop alarmiste non plus. Mais j'aimerais bien que en France, on prenne conscience quand même de la situation qui est pas évidente et que collectivement, on fasse les efforts nécessaires pour justement redresser la barre. Merci beaucoup Bradley. Je t'en prie, merci à toi. Avec tout ce que tu nous as expliqué, est-ce que si on a envie d'investir dans Fundora, il y a peut-être un code promo, je sais pas, qui nous permet d'investir directement? Écoute, avec plaisir. Au moment de souscrire, vous aurez ajouter un code promotionnel. Et donc là, vous écrivez en majuscule le crayon tout attaché et vous aurez le droit à 10% de remise sur les frais pour votre premier investissement. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez bien à vous abonner car nous, on fait des vidéos ici toutes les semaines. On se retrouve donc la semaine prochaine. Salut.